Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver. Voilà, nous sommes à Tours. Ville en mouvement, une ville qui bouge et qui se transforme. Et aujourd'hui, donc, pour nous accueillir dans son magnifique siège régional, le représentant de Next City, le directeur régional Centre Val-de-Loire Océan, c'est Amaury Vallée. Et pour les notaires de France, maître Xavier Blin, notaire, vice-président de la Chambre des notaires du Val-de-Loire, qui nous dressera un tour d'horizon pour cette émission à titre vraiment exceptionnel. On a deux grands témoins, Nathalie Bertin, directrice générale de Touraine Logement, bonjour, et Grégoire Simon, directeur général de Tours Métropole Habitat. Un excellent programme et merci Nathalie Bertin et Grégoire Simon d'avoir accepté de venir à cette émission. On a essayé justement de donner une image de votre ville un peu différente, un peu plus poétique, voire lyrique. En tout cas, une chose est sûre, c'est que votre territoire attire, il bénéficie de cette attractivité. Ça donne envie pour certains autres territoires qui sont un peu plus en souffrance en matière démographique. Alors, ce qu'on vous propose, on s'est amusé à tourner quelques images. Notre réalisateur, animateur Grégoire Darico et Alexandre Burkhardt ont tourné quelques images. Je vous propose de les découvrir. Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode des Clés de la Ville. Aujourd'hui, nous sommes à Tours, une ville en plein développement entre dynamisme économique, attractivité immobilière et puis surtout une certaine qualité de vie. Et on commence notre périple du jour devant la gare de Tours, une gare très connectée qui rend la ville attractive pour y vivre ou pour y travailler. À Tours, la transition urbaine s'inscrit dans la continuité. Située au cœur de la vallée de la Loire, entre patrimoine d'exception et bassin d'activité, la ville conjugue tradition architecturale et projets de transformation. Centre-ville piétonnier, tramway, reconversion de friches, nouveaux quartiers. Depuis plus de 10 ans, Tours mène une politique d'aménagement volontariste à la fois raisonnée et progressive. Et nous voici au cœur de la ville, là où se mêlent bureaux, commerce et puis transport. Et pour les professionnels, c'est un territoire à fort potentiel, échelle maîtrisée, partenaires publics mobilisés, dynamique universitaire, tissu économique varié. Alors Tours, la métropole de Tours est effectivement très attractive, Elle a une croissance assez importante et aujourd'hui on sent que le pôle universitaire, les étudiants sont moteurs de ce développement, mais également son emplacement, sa desserte, puisque la ville de Tours, la métropole de Tours est desservie par le TGV, par l'autoroute A10. Et nous voici sur le pont Wilson, cette grande artère qui relie le centre de Tours à la Loire. Elle montre une ville pensée pour les différents flux de circulation et pour la vie quotidienne. Et nous voici à présent dans le quartier historique de Tours, un quartier très vivant qui attire autant les habitants que les visiteurs. Alors effectivement, le centre de Tours est une zone aujourd'hui classée monument historique assez importante, qui se situe sur le long de la Loire. C'est plus qu'un quartier, cette zone de la ville de Tours.
Effectivement, les centres urbains, comme ce centre historique que l'on retrouve à Tours, est un quartier très recherché, très urbain, où il y a une qualité de vie importante, avec de nombreuses associations, de nombreux événements sur la ville de Tours, et également beaucoup de pistes cyclables et de voies piétonnes qui permettent d'augmenter cette qualité de vie. Mais cette attractivité entraîne aussi des tensions. Certains secteurs voient les prix grimper et la demande en logement abordable s'intensifie. Les opérateurs doivent composer avec une équation nouvelle, croissance démographique modérée, foncier contraint, objectifs environnementaux élevés. Alors, il y a effectivement une tension sur l'immobilier à Tours, on le ressent au niveau de la gérance locative, au niveau de la mise en location des logements, puisqu'on a énormément de demandes et on voit que la vacance locative n'existe plus à Tours. Et oui, et tout ça, on pourrait chercher les causes, mais on peut se demander aussi si cette loi ZAN qui empêche l'artificialisation des sols n'est pas aussi à l'origine. On voit aussi le déficit de construction avec les nombreux promoteurs qui aujourd'hui arrêtent les mises en chantier. Tout ça crée des tensions et on a aussi cette contrainte énergétique qui est aujourd'hui à traiter. On ne sait pas trop par quel bout la prendre, mais on va y arriver, j'en suis sûr. Tours Métropole s'organise, des quartiers comme Mauconseil, les de Lyon incarnent une nouvelle génération d'aménagement plus mixte, plus vert, plus adapté aux usages d'aujourd'hui. Autre endroit, ici on découvre le Tours moderne avec des bureaux, avec des commerces, avec des logements. Ici, il y a surtout un vrai dynamisme économique. Tours avance sans bruit mais avec constance. Elle redessine, elle aussi, sa place dans la carte des villes attractives. Et voilà, ainsi s'achève notre visite de cette ville de Tours, une ville dynamique, une ville qui se développe, une ville qui promet une certaine qualité de vie. On était ravis de vous la faire découvrir. Ainsi s'achève ce 3e épisode de la saison 6 des Clés de la Ville. Sylvain, Olivier, c'est à vous et je vous souhaite une belle émission. Eh bien voilà les amis, nous sommes de retour sur le plateau des Clés de la Ville, ici à Tours, où nous sommes reçus au siège régional de Nexity, un endroit magnifique. Merci Alexandre Burkhardt, le réalisateur, et Grégoire Darico, notre super animateur, qui est d'ailleurs à Briançon au moment où je vous parle. On lui fait un petit clin d'œil. On est ravis d'être avec vous. On va commencer notre entretien avec vous. Si vous voulez bien, je vais commencer par vous, Grégoire Simon, si vous voulez bien. Grégoire, vous êtes directeur général de Tours Métropole Habitat. Vous l'avez vu, tension logement, injonction contradictoire entre l'étalement urbain maîtrisé, puisque dans le zéro artificialisation nette, on retient souvent le zéro, mais en réalité, on peut produire, mais de manière maîtrisée. On voit que cette tension, elle est corrélée à l'attractivité du territoire, bien évidemment, du raccordement, de la mobilité extraordinaire dont vous bénéficiez. Aujourd'hui, si on devait vous poser une question un peu plus générale, Grégoire, sur l'état du logement social ici à Tours et dans la métropole, qu'est-ce que vous répondriez concrètement? Si on devait comme ça faire un point d'arrêt sur l'évolution et la nécessité impérieuse d'avoir une offre de logements sociaux, puisque tout le monde, à l'évidence, n'a pas les moyens d'accéder au parc locatif privé. La première réponse, ce sera directement le nombre de demandes en attente. Aujourd'hui, sur la métropole et la ville de Tours, on a un peu plus de 15 000 demandes en attente, sachant qu'on attribue dans l'année environ 2500 à 3000 logements, c'est-à-dire qu'on a un taux de pression de 5. En 2-3 ans, ce taux de pression il est augmenté de 2, il a doublé. Aujourd'hui, on est à 5, on était à 2,5. Alors, on a un nombre de demandes qui a augmenté, c'est-à-dire qu'on a un certain nombre de locataires, enfin d'habitants de la ville de Tours qui ne peuvent plus se loger dans le privé, qui ne trouvent pas de solution, faute de disponibilité, qui se retournent vers le logement social. Donc, on a tendance à augmenter le nombre de demandes et en parallèle, on a une rotation qui chute dans le parc social. C'est-à-dire qu'on a des gens qui restent dans le logement beaucoup plus longtemps.
et qui, malheureusement, ne restant dans le logement, n'offrent pas la libération des logements nécessaires pour trouver des solutions de logement aux autres. Alors, parmi ces 15 500 logements, 15 300 demandes, on a la moitié qui sont déjà des logements qui sont logés, des personnes qui sont logées dans le parc, à peu près 40%. Donc, la demande réelle externe, elle est plutôt de 60%. Donc, il faut effectivement qu'on trouve des solutions. La construction, c'en est une, mais si on regarde le PLH, sur les prochaines années, c'est à peu près 250 logements qui seront construits par an. On ne va pas répondre à la demande avec 250 logements par an, c'est à peu près 1% du parc existant. Donc comment on fait pour accélérer la mobilité dans le parc social pour permettre à des gens de trouver des solutions? Alors, il y a différentes solutions. Il y a favoriser les mutations. 40% de demandeurs qui sont en attente d'un échange. Si vous arrivez à satisfaire une demande de mutation, c'est un logement qui se libère. Ce sont donc ces deux attributions qui sont réalisées. Comment vous expliquez le manque de rotation, justement? Alors, un peu partout en France, on le voit, c'est à peu près la même situation, sauf dans des territoires très détendus, bien évidemment. La crainte, la perte de confiance, l'inaccession à la propriété, je dis bien l'inaccession à la propriété, les personnes qui étaient ce qu'on appelle sur un parcours résidentiel, qui normalement sortent et sont destinées, d'accord, à sortir du parc social pour soit accéder à la propriété, soit évoluer, on a l'impression que c'est non seulement grippé, mais que c'est sérieusement en panne. Est-ce que vous partagez le même constat? Alors non, il y a toujours du parcours résidentiel, mais il est moins évident qu'il l'était il y a 20 ans. Il y a 20 ans, c'était assez simple. On rentrait dans le logement social, on y passait quelques temps, on accédait à la propriété et finalement, chacun avait son parcours résidentiel. Aujourd'hui, on a différentes catégories de population. Il y a ceux qui peuvent continuer à accéder à la propriété, soit de l'accession sociale à la propriété, soit à la propriété privée directe. Et puis, il y a des gens qui, malheureusement, faute de revenus, faute de moyens, vont rester toute leur vie dans le parc social. Donc là, effectivement, c'est des nouveaux enjeux pour nous. C'est comment on accompagne aussi cette population qui va vieillir longtemps dans le parc social, quelles sont les adaptations du patrimoine qu'il faut faire. Il y a le vieillissement, il y a la prise en compte aussi de la demande des jeunes. Donc voilà, c'est tout. Effectivement, c'est un parcours résidentiel un peu grippé. On essaie de le favoriser, on développe de l'accession sociale à la propriété, on vend du patrimoine locatif social aussi. Pour autant, ça ne concerne qu'une petite partie. Donc on doit quand même continuer à faire notre cœur de métier, c'est-à-dire reloger les gens qui en ont besoin dans le parc social. Ouais. On va le voir justement. Peut-être, avant de vous poser la première question, rebondir sur ce que vient d'évoquer Grégoire. Que ce qui bloque aussi le parcours aujourd'hui, c'est un peu les prix du marché libre. On a des prix du loyer qui ont fortement augmenté ces dernières années. Et nos locataires qui pouvaient rentrer dans le logement social après aller dans le marché privé, aujourd'hui ne peuvent plus accéder au logement privé, au marché libre, parce que les loyers ont beaucoup augmenté. Sont trop élevés et l'écart est trop important entre le prix d'un logement social et le prix d'un... Ça s'est accéléré dans les dernières années? Je crois que ça s'est accéléré dans les dernières années. Et puis la construction s'est réduite aussi. Il y a moins de logements neufs. On en a beaucoup parlé avec la fin du Pinel, mais on le constate dans la région centre, on le constate sur la ville de Tours. Le marché du neuf s'est quand même ralenti. Alors justement, l'activité immobilière à Tours, elle se mesure pas simplement au nombre de grues, mais aussi à la capacité de la ville à se reconstruire sur elle-même. Et on parle beaucoup de priorité donnée à l'accession abordable via ce qu'on évoque, c'est le BRS, c'est le bail réel solidaire, pour que les jeunes actifs puissent accéder à la propriété. En quoi est-ce que vous pouvez l'expliquer, le BRS, c'est aujourd'hui un véritable levier d'accession? Eh bien, c'est très bien que vous ayez mis à l'honneur le bail réel solidaire parce que c'est une nouvelle formule d'accession à la propriété. Même si la loi a plus de 10 ans, la loi date de 2014, c'était la loi Allure. C'est un dispositif qui a mis du temps à se développer. À partir de 2017, on a vu les premières opérations arriver. Dans notre région, c'est encore un dispositif assez récent et c'est vraiment intéressant d'en parler. Le bail réel solidaire, il a été créé parce que les prix de l'accession ont fortement augmenté. Aujourd'hui, devenir propriétaire, ça a un certain prix. Tout a augmenté, le prix de la construction a
a augmenté, mais aussi le prix du foncier. Donc, pour certains, l'accession dans les territoires qui sont les plus tendus, comme dans une ville comme Tours, devient difficile, voire impossible, et on est obligé, si on souhaite être propriétaire, aller plus loin, aller à 10, 20 kilomètres. Le bail réel solidaire, il a pris en considération cette situation et il permet de dissocier la propriété du sol, la propriété... Le foncier du bâti, en fait. Du foncier du bâti. On dissocie les deux. C'est une forme de démembrement de la propriété. Voilà, c'est un démembrement de la propriété. Le sol va être acquis par un organisme qu'on appelle un organisme de foncier solidaire, et puis la partie bâtie va être achetée par le primo-accédant. Ce qui va lui permettre d'acquérir à un prix nettement inférieur au prix du marché. On est en moyenne entre 20 et 40% sous le prix du marché, très largement en deçà. Et puis pour la partie du foncier, il va payer un loyer à l'organisme de foncier solidaire. Donc en fait, ça équivaut finalement pour des personnes qui sont finalement entre deux, parfois, puisque pas assez riches pour accéder au marché locatif privé, également pour accéder à la propriété, pour aller dans des cœurs de ville ou des zones tendues. Je prends un exemple, si on est à 6 000 euros du mètre carré en moyenne, grâce à cette formule, on peut espérer avoir 3 500 euros du mètre carré. On est à peu près dans cette fourchette-là. Voilà. Si vous le voulez bien, moi je vais vous donner un exemple précis. Oui, au contraire. Puisqu'avec Nexity, on a été à l'origine d'une des premières opérations qui s'est faite sur le marché tourangeau. On a proposé un programme en bail réel solidaire de 17 maisons individuelles dans un quartier très résidentiel. Dans Tours. On est au nord de Tours, dans un quartier, oui, je le disais, très très résidentiel. On voit en moyenne, et peut-être que notre ami notaire Xavier Bien pourra le confirmer tout à l'heure, on est sur le marché neuf autour de 4 200 euros le mètre carré à Tours. Le programme qu'on a proposé, il est à 2 700 euros le mètre carré, parking inclus, une maison individuelle dans Tours, avec une redevance pour la partie foncière qui est de 1 euro le mètre carré. Donc si j'achète une maison de 80 mètres carrés, je paierai chaque mois 80 euros à l'organisme de foncier solidaire. Par contre, il y a quand même des limites. Voilà. Oui. Alors les limites, c'est que on ne maîtrise pas. On n'est pas totalement propriétaire. Voilà, en fait. on a tous été éduqués dans l'idée, on achète un prix au mètre carré. Alors moi, je suis d'une génération où effectivement les culbutes, comme on dit, étaient multiples. Ça a rasé gratis quand même assez longtemps. Là, c'est anti-spéculatif. Ce monde-là est révolu, puisqu'effectivement, tu as raison, Olivier, c'était purement spéculatif, bien évidemment. Et c'est vrai que les primo-accédants avaient cette idée en tête que non seulement ils achetaient leur maison où ils allaient vivre, mais également faire une opération financière à terme. Peut-être sortir un peu de ce scope. Comment on fait quand on revend? Parce qu'on peut pas revendre à n'importe quel prix. Alors on est pleinement propriétaire puisque la partie bâtie, on l'achète, on se constitue un capital. C'est ce qu'on appelle titré, on a un vrai type de propriété. Voilà. On est propriétaire, on est propriétaire avec des avantages qui sont extrêmement intéressants, je tiens à le dire. On achète avec le bénéfice du prêt à taux zéro, on est en TVA à taux réduit à 5,5 et dans certains cas, comme à Tours, on peut bénéficier d'une exonération de taxes foncières. Donc c'est un dispositif extrêmement intéressant. En plus, on est accompagné par l'organisme de foncier solidaire qui va porter le projet. Donc on est pleinement propriétaire dans des conditions qui sont très avantageuses. Je veux revendre au bout de 20 ans. Je revends au bout de 20 ans, je revends ma propriété bâtie. Alors, je ne peux pas la revendre à n'importe quel prix. Effectivement, vous avez raison. Le prix est encadré. Je vais devoir revendre aussi à une personne qui, comme moi, va remplir des conditions de ressources, mais je peux tout à fait revendre. D'accord. Et autre avantage... Mais on le revend à quel prix ? Au prix plafond qui est fixé. Pas faire une affaire. Alors, c'est ça. On prend l'érosion monétaire. Voilà, ça fait très intelligent quand on dit ça, l'érosion monétaire. C'est donc l'inflation en fait. À l'euro constant, on récupère finalement ce que l'on a investi. Oui, parce que le prix. Par contre, on peut pas le vendre à n'importe qui. Non. On le vend. Il faut remplir des conditions de capacité. À une personne qui, comme vous, à l'entrée, remplira des conditions de ressources. Vous voulez que je vous dise, c'est extraordinaire. Mais les plafonds de ressources sont extrêmement élevés. Mais je trouve ça super. Je trouve ça vraiment super puisque c'est une excellente alternative. Et je crois que le BRS qui commence à connaître un véritable succès, vous avez raison, ça a été long
de créer les premiers OFS, il y a eu des totems. D'ailleurs, le premier avait été créé à Paris. Il y a eu des tests qui ont été faits à Paris même, à Paris, dans le 19e arrondissement. On avait livré d'ailleurs un immeuble à cette occasion. Je trouve que c'est une excellente réponse. Alors justement, je vais continuer avec vous. On a parlé du zéro artificialisation net et de la place des promoteurs qui aujourd'hui travaillent étroitement avec les bailleurs sociaux. D'ailleurs, à tel point que vous achetez en bloc des bâtiments aux promoteurs. D'ailleurs, vous les avez sacrement aidés, puisque pendant les périodes les plus tendues, entre CDC Habitat et Action Logement, c'est plusieurs dizaines de milliers de logements qui ont été achetés. Donc, on peut considérer, là aussi, on va faire un peu d'économie, que vous êtes contracyclique dans des périodes où tout le monde se replie. On l'a vu politiquement, il y a un enjeu sur la décision du plan local d'urbanisme, la décision de construire. Alors, à votre niveau, ça va pas être évident de faire joindre ces deux injonctions entre une démographie qui fait vraiment pression et la nécessité d'offrir une phase de logement. Est-ce que vous pensez que le logement social, même question que j'ai posée à Grégoire, que le logement social, dans cette nouvelle configuration, doit nécessairement avoir une place très importante à l'aube des élections municipales et finalement des défis qu'attend la ville? Le logement social aujourd'hui est indispensable. On sait on lit régulièrement qu'à peu près 70% de la population peut bénéficier d'un logement social, est éligible au logement social. Donc il joue un véritable rôle, d'autant que, comme on l'a dit tout à l'heure, les prix... Amortisseur social. Voilà, les prix ont explosé, il joue un rôle d'amortisseur, il offre aussi une première opportunité, et dans un contexte où on a beaucoup de séparation, de familles monoparentales, effectivement, il a un véritable rôle et nous sommes des acteurs importants dans le spectre du logement en France. Mais soumis à la volonté politique. Soumis à la volonté politique, mais les politiques accompagnent aujourd'hui le logement social. Oui, comme quoi finalement, on y revient toujours, en matière de logement, tout est politique. Olivier Marin. Grégoire Simon, alors à propos justement du logement, du parc existant et du logement de demain à Tours, vous êtes particulièrement, je crois, sensible à l'environnement durable. Mais quand on voit dans un contexte où il y a un peu de recul, le ZFE, on a vu le DPE, il y a tout ce qui est un peu green bashing en ce moment, et même sur les normes environnementales, on demande d'alléger. Je crois que vous êtes, vous, très attentif à tout ce qui est réemploi de matériaux, mais aussi plutôt que jeter, de préserver en fait les ressources naturelles, de réduire les émissions carbone. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que vous êtes un fervent défenseur dans le domaine? Et est-ce que pour vous, on va dire au-delà de ce réemploi, de la rénovation énergétique, c'est le chantier du siècle? Alors de toute façon, on est tous sensibles maintenant à l'environnement. C'est pas fini. Tous, et plus ou moins. On l'est de plus en plus. Alors c'est vrai que les règles qui nous sont imposées sont parfois brutales. Et le fait d'être brutal, parfois, ça met des coups de frein. Et donc, il faut peut-être effectivement mettre un petit peu plus... Ça veut dire que vous les regrettez, non? Non, je la regrette pas. De toute façon, on n'a pas le choix. Il faut y aller. Et après, c'est sous quel délai on va y aller. Le réemploi des matériaux, c'est évident aujourd'hui. Je crois que l'économie circulaire. Alors, on en fait de l'économie circulaire. C'est les déchets du bâtiment. Je crois que c'est 20% des déchets du BTP. C'est plus de 46 millions par an de tonnes qui sont produites. Donc, à un moment, comment on fait aussi pour traiter ces déchets-là? Après, on doit faire une analyse de notre bâti quand on fait des démolitions. Sur le quartier du Sanitas dans lequel on se trouve aujourd'hui, on est en programme en rue, on a du renouvellement urbain et donc un certain nombre de démolitions à réaliser. Très rapidement, on s'est posé la question de comment on allait faire ces démolitions et assez naturellement, on s'est rendu compte, enfin on le savait, qu'on avait des bâtiments qui étaient bâtis avec des pierres de taille, des pierres de calcaire, qui avaient une vraie valeur qualitative. On s'est dit, ce serait quand même dommage de les transformer en remblais. Est-ce qu'on peut pas les réutiliser? Une fois qu'on a dit ça paraît assez évident, c'est pas si simple. Parce qu'après, il y a tout ce qu'on met derrière. Comment on développe une économie circulaire? Comment on déconstruit? Parce que déconstruire avec des engins, c'est simple. Déconstruire scrupuleusement, avec attention pour récupérer et essayer de garder l'intégrité des pierres, c'est beaucoup plus compliqué. Donc il a fallu se faire accompagner. On n'est pas forcément des spécialistes du réemploi, mais on a effectivement des équipes de maîtrise d'œuvre qui nous ont accompagnés pour voir comment on allait démolir ces bâtiments-là, comment on allait pouvoir garder ces pierres, comment les stocker. Et après, comment on essaye de mettre une filière en place? Parce qu'une filière, elle n'est pas aussi naturelle que ça. Donc, il a fallu
organisé des ateliers où on a convié assez largement à la fois les élus, les collectivités locales, les équipes de maîtrise d'œuvre, les entreprises. Et le hors-site se développe un peu, justement, ou pas? La réutilisation hors site. Oui. Bien sûr, c'était le but. Oui, Le but. Et en plus, c'est vertueux parce que ça réduit également les nuisances sonores, ça réduit un certain nombre d'effets. Alors la démolition pas trop, parce que ça prend un peu de temps. Je parle de déconstruction avec une logique de réemploi, et ça fait surtout travailler tout le tissu industriel local. Alors ça fait travailler le tissu industriel, ça fait travailler aussi des gens qui sont en insertion, parce que travailler sur la requalification des pierres qui sont démontées, c'est pas si compliqué que ça, et on peut l'accompagner. Donc ça, c'est une vraie valeur ajoutée. Alors par contre, il faut travailler la filière, il faut stocker, il faut vérifier juridiquement si le réemploi c'est facile, est-ce que c'est assurançable, parce que effectivement vous allez avoir des garanties décennales qui vont dire attendez, là sur du matériau réutilisé, c'est pas si simple que ça. Mais quand on réfléchit, ça facilite ou ça apporte des contraintes? C'est des contraintes, mais s'il y a la volonté, on arrive à l'élever les contraintes. Il y a peut-être une bonne alternative là. Et puis c'est le début, mais je crois que de toute façon, on est dans une démarche qui va se développer et naturellement, le juridique va accompagner. Alors dernière question justement on en a parlé avec Olivier sur la précarité énergétique. Alors vous avez un patrimoine, pour une partie de votre patrimoine qui est un patrimoine vieillissant, qui a été d'ailleurs flamboyant, le logement social est un vrai progrès social pour beaucoup, et souvent décrié, parce qu'on dit voilà, il y a une espèce de côté un peu déprimant dans certaines cités ou dans certains ensembles HLM, ce qui finalement est de plus en plus faux, puisqu'on voit que vous, les bailleurs sociaux, étaient très souvent en avance, d'ailleurs, non seulement par rapport à la norme, mais également sur la qualité de l'esthétique des constructions. Entendez-moi bien, la qualité de l'esthétique de la construction. C'est pas parce qu'on a moins de moyens qu'on n'a pas le droit au beau. Voilà. Et je referme la parenthèse. La rénovation énergétique, c'est 250 milliards d'euros de marché sur les 50 prochaines années. C'est une programmation sans précédent. C'est effectivement le chantier du siècle. La précarité énergétique, c'est la réduction de la note, effectivement, puisque aujourd'hui, on voit que la contrainte de la dépense est de plus en plus lourde dans le foyer des ménages. Outre le fait que l'immobilier aujourd'hui est devenu un produit de luxe, c'est pas moi qui le dis, c'est l'INSEE, avec une charge contrainte qui est passée de 18% à 26% du revenu. Donc, vous avez un sujet qui est le sujet de la latitude financière que vous avez pour investir. Donc, vous avez compris finalement la question. Nous avons notre super ministre du logement, Vincent Jeanbrun, qui a créé le fameux dispositif Jeanbrun. Et ça, c'est pas de lui, c'est les journalistes qui ont créé ça. Il s'est mis dans les rails de Valérie Létard, sa prédécesseuse. Et je fais allusion donc à la baisse de la RLS, de la réduction du loyer de solidarité. Nous, vous avons mis, d'ailleurs je le dis pour les auditeurs, notre super président de la République a compensé finalement la baisse des APL. Rappelez-vous, à l'époque, ça avait fait un tollé, en faisant payer les bailleurs sociaux, parce que finalement, ça a été le cas. Ce qui vous a ôté, pour beaucoup de vos collègues, mais vous le savez déjà, des marges de manœuvre sur les financements. Moi, la question que je vous pose, elle est très simple. Là, on est à 600 millions d'euros de baisse de la RLS. Oui, non. Vous dites? Bon, un petit peu moins. Voilà. Moi, je prenais 400 et 200. Mais, ok. On va dire un peu moins quand même. Voilà, donc, en fait, on reste au niveau de 2025. Donc oui, ça bouge pas. Pas de changement. Pas de changement. Et puis, c'est vrai qu'on paye un peu moins de RLS, mais on paye un petit peu plus de CG2LS. Donc. Grégoire, il n'y avait rien avant. Zéro. On vous avait tout enlevé. Donc, finalement, l'ouverture de la RLS, c'est peut-être, à terme, de revoir complètement le principe de la RLS, c'est ce qu'espèrent d'ailleurs tous vos collègues, bien évidemment. Donc ma question est simple. Comment on fait, sur votre patrimoine qui est colossal, pour transformer le bâti et finalement réunir ces trois conditions? La baisse de la note énergétique, la nécessité, puisque c'est des métabolismes lents, de transformer vos immeubles, et enfin d'avoir une offre maîtrisée, parce que vous ne pouvez pas avoir des loyers prohibitifs. On commence par vous, Nathalie? Comment on fait? La recette n'est pas facile, il faut se réinventer. Il y a des nouvelles règles. La RLS est arrivée il y a quelques... Vous rénovez, je sais que vous avez plein de chantiers en ce moment. Oui. Nous, on a notre conseil d'administration à Touraine Logement, au mois d'octobre, a voté son plan stratégique de patrimoine pour les 10 prochaines années. Et c'est 575 millions qui vont être investis à la fois dans la construction neuve, dans la réhabilitation et dans l'entretien du parc. Donc c'est un très gros effort. Et vous parliez tout à l'heure de rénovation énergétique.
et de décarbonation. C'est un gros sujet dans nos sociétés aujourd'hui. Et nous, à l'horizon de 10 ans, nous avons la perspective de décarboner de 45% notre parc de logements sociaux. Notre parc qui est quasiment de moitié. Alors, oui. Notre parc qui est certes vieillissant, mais qui est un parc en bon état, avec des bonnes étiquettes énergétiques. On a souvent l'image d'un parc détérioré quand on parle de logement social, mais cette image est fausse. Quelle note de moyenne ? Nous, on a un parc, près de 80% de notre parc est en étiquette A, B, C ou D. D'accord. Ah oui. Un tout petit peu en E, et puis on a 30 logements en F et G, donc on va marginal, vu le volume. C'est marginal. Donc on a un parc qui est plutôt en bon état. Malgré tout, la maîtrise des charges, elle est une question essentielle aujourd'hui, parce que c'est l'avenir du parc social. Il faut maîtriser ses charges, avoir un parc qui reste... Comment financer ces travaux ? On les finance en diversifiant nos activités, en faisant un peu d'accession sociale, en faisant d'autres activités, en vendant parfois. Donc vous allez vendre du patrimoine. Un petit peu de patrimoine social. Et puis on a la capacité aussi d'emprunter encore. Nous, on fait partie du groupe Habitat en Région, qui est le 3e acteur national du logement social, derrière CDC Habitat et Action Logement que vous citiez tout à l'heure. Donc vous êtes sur des schémas d'amortissement très longs. On est sur des schémas de plus en plus longs. Jusqu'à 40 ou 50 ans. 50 ans et même plus pour la partie foncière. Voilà, on se réinvente, on retravaille nos équilibres, on retravaille notre dette en permanence de façon à pouvoir investir et travailler à l'avenir. C'est très clair. Grégoire, même question. Alors nous, on est un peu plus vieux, on a un patrimoine qui a commencé à être construit il y a pratiquement 100 ans. Donc, et une grosse partie du patrimoine qui avait été construit avant les premières réglementations thermiques. Donc on n'a pas attendu, effectivement, on a déjà engagé la réhabilitation parce que c'était indispensable pour faire baisser les charges des locataires. Un locataire qui a des charges plus basses, c'est un locataire qui paye mieux son échéance et c'est quand même intéressant et indispensable pour le bailleur. Donc ces travaux, on les a déjà anticipés largement. Aujourd'hui, nous, on a un patrimoine qui est en moyenne en étiquette C. On a quasiment réglé les passoires énergétiques et on sera au rendez-vous des échéances de la loi égalité citoyenneté, enfin de la loi climat et résilience. Donc on sera dans les délais. Alors comment on a fait ? Oui, c'est une partie de fonds propres qu'on affecte aux travaux et puis 80% d'emprunt parce qu'on emprunte sur du temps long. Dans les délais, c'est juste remarquable, je vous le dis. Et dans les délais. Attendez, mais vraiment quoi, on se rend pas compte. Vous qui nous écoutez, je peux vous dire que c'est pas simple. Et tout le monde le vit ça dans le monde du logement social. La charge, la précarité énergétique, c'est un vrai sujet au niveau de l'économie générale. Et vous avez raison. Il y a une économie, c'est payer son loyer ou payer la note d'électricité. Aujourd'hui, maintenant, on peut rajouter payer son loyer ou manger, parce qu'on en est là aussi. Et parfois, on est un peu anesthésié justement par une espèce de dialectique environnante qui fait qu'aujourd'hui, le fossé s'est creusé. Et je trouve remarquable que vous ayez pu vous aligner finalement sur un calendrier qui, entre nous, était quand même sacrement contraint. Un peu contraint. Merci à vous deux pour cette première séquence. Dans un instant, nous allons recevoir l'hôte de ces lieux, dans un lieu magnifique, c'est Amaury Vallée, qui est le patron de cette région, qui va décliner avec vous. Finalement, on va parler du neuf. Le neuf, ça grince un peu, ça grippe un peu. La situation n'est pas bonne du tout pour la promotion immobilière. Mais quand je vous dis pas bonne, elle est même catastrophique. Le marché s'est rétréci de plus de moitié dans les 2 dernières années. Forcément, il y a moins de players. Donc, on va voir comment, finalement, ceux qui avaient juré la mort de la promotion, bien écoutez, ils se trompent largement. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver. Voilà, nous sommes à Tours. On devait y être en décembre. La neige nous est empêchée, mais on a tout à gagner parce qu'il fait un temps magnifique. Les clés de la ville, la vie ensemble, avec Nexity. Dans notre bonne vieille ville de Tours, une ville que je connais bien, car il y a exactement 37 ans, je commençais ici, dans le centre-ville, mon compagnonnage. Voilà, j'étais compagnon du devoir pour ceux qui le savent, puisqu'à chaque fois que je viens ici à Tours, je vous le dis, c'est vraiment avec beaucoup d'émotion que je vous retrouve. Je suis accompagné pour notre numéro des clés de la ville à Tours de mon complice Olivier Marin. Bonjour Sylvain. Comment ça va ? Très étonné de vous retrouver ici à Tours. Ah oui, étonné, c'est vrai. Oui, un petit peu étonné. Après, on est ensemble que tous les mois. Absolument. Alors, Olivier, nous avons au programme beaucoup de choses à dire sur Tours. Oui, et puis surtout rappeler qu'on garde le même principe des clés de la ville, c'est-à-dire dans ce Tour de France, on reçoit des grands témoins
Et on est reçu en alternance par ou bien une chambre des notaires ou bien Nexity. On a la chance aujourd'hui d'être au siège de Nexity ici à Tours. Nexity, premier promoteur immobilier de France, spécialiste de l'immobilier neuf, mais avant tout, un acteur de la ville, un acteur de la régénération urbaine avec des actions menées en faveur de la réhabilitation, de la transformation de l'existant. On verra tout au long de cette saison, d'ailleurs, les opérations immobilières les plus emblématiques. L'ancrage local est très très fort. Et puis, les notaires de France, avec le CSN, tiers de confiance, dans chaque ville-étape, un représentant du CSN pour nous apporter son éclairage sur le marché immobilier ancien à l'échelle locale, voire régionale, et puis donner aussi, ce qui est important, des conseils pratiques pour ceux qui souhaitent vendre ou acheter un bien immobilier. Le CSN qui est soutenu cette année dans cette édition des Clés de la Ville par la Banque des Territoires. Alors aujourd'hui, après l'Île-de-France, après Caen, après Bordeaux, après Strasbourg, eh bien, cette 5e étape nous mène à Tours, ville en mouvement, une ville qui bouge et qui se transforme. C'est l'occasion de mettre en lumière la métropole de Tours. Quels sont les principaux projets résidentiels dans le neuf? Comment se porte l'activité dans l'ancien, dans un contexte d'instabilité économique, politique, voire géopolitique? C'est ce que nous verrons dans cette émission. Et aujourd'hui, donc, pour nous accueillir dans son magnifique siège régional, le représentant de Nexity, le directeur régional Centre Val-de-Loire Océan, c'est Amaury Vallée. On évoquera avec lui l'activité dans le neuf à Tours et sa métropole, des opérations emblématiques innovantes en construction ou en réhabilitation. Et pour les notaires de France, maître Xavier Blin, notaire, vice-président de la Chambre des notaires du Val-de-Loire, qui nous dressera un tour d'horizon du marché dans l'ancien, mais évoquera aussi la rénovation énergétique, la location, et puis délivrera des conseils pratiques. Pour cette émission, à titre vraiment exceptionnel, parce que d'habitude, c'est un témoin. On n'a pas un témoin, on a 400 témoins, 500. Non, on a 2 grands témoins, des spécialistes du logement social. Nathalie Bertin, directrice générale de Touraine Logement, bonjour. Et Grégoire Simon, directeur général de Tours Métropole Habitat. Alors, il sera beaucoup question dans cette émission de coopération entre public et privé, de bail réel solidaire, on va en parler ici, des nouvelles formes d'habitat, de mixité, d'intergénérationnel, des réalisations mais aussi des projets, puis beaucoup d'innovations. La métropole de Tours qui est un territoire qui œuvre au quotidien pour mettre en lumière son attractivité. Voilà Sylvain pour ce beau programme. Un excellent programme et merci Nathalie Bertin et Grégoire Simon d'avoir accepté de venir à cette émission. On a essayé justement de donner une image de votre ville un peu différente, un peu plus poétique, voire lyrique. En tout cas, une chose est sûre, c'est que votre territoire attire, il bénéficie de cette attractivité. Ça donne envie pour certains autres territoires qui sont un peu plus en souffrance en matière démographique. Alors, ce qu'on vous propose, on s'est amusé à tourner quelques images. Notre réalisateur, animateur Grégoire Darico et Alexandre Burkhardt ont tourné quelques images. Je vous propose de les découvrir. Eh bien voilà les amis, nous sommes de retour sur le plateau des Clés de la Ville, ici à Tours, où nous sommes reçus au siège régional de Nexity, un endroit magnifique. Merci Alexandre Burkhardt, le réalisateur, et Grégoire Darico, notre super animateur, qui est d'ailleurs à Briançon au moment où je vous parle. On lui fait un petit clin d'œil. On est ravis d'être avec vous. On va commencer notre entretien avec vous. Si vous voulez bien, je vais commencer par vous, Grégoire Simon, si vous voulez bien. Grégoire, vous êtes directeur général de Tours Métropole Habitat. Vous l'avez vu, tension logement, injonction contradictoire entre l'étalement urbain maîtrisé, puisque dans le zéro artificialisation nette, on retient souvent le zéro, mais en réalité, on peut produire, mais de manière maîtrisée. On voit que cette tension, elle est corrélée à l'attractivité du territoire, bien évidemment, du raccordement, de la mobilité extraordinaire dont vous bénéficiez. Aujourd'hui, si on devait vous poser une question un peu plus générale, Grégoire, sur l'état du logement social ici à Tours et dans la métropole, qu'est-ce que vous répondriez concrètement? Si on devait comme ça faire un point d'arrêt sur l'évolution et la nécessité impérieuse d'avoir une offre de logements sociaux, puisque tout le monde, à l'évidence, n'a pas les moyens d'accéder au parc locatif privé.
La première réponse, ce sera directement le nombre de demandes en attente. Aujourd'hui, sur la métropole et la ville de Tours, on a un peu plus de 15 000 demandes en attente, sachant qu'on attribue dans l'année environ 2500 à 3000 logements, c'est-à-dire qu'on a un taux de pression de 5. En 2-3 ans, ce taux de pression il est augmenté de 2, il a doublé. Aujourd'hui, on est à 5, on était à 2,5. Alors, on a un nombre de demandes qui a augmenté, c'est-à-dire qu'on a un certain nombre de locataires, enfin d'habitants de la ville de Tours qui ne peuvent plus se loger dans le privé, qui ne trouvent pas de solution, faute de disponibilité, qui se retournent vers le logement social. Donc, on a tendance à augmenter le nombre de demandes et en parallèle, on a une rotation qui chute dans le parc social. C'est-à-dire qu'on a des gens qui restent dans le logement beaucoup plus longtemps et qui, malheureusement, ne restant dans le logement, n'offrent pas la libération des logements nécessaires pour trouver des solutions de logement aux autres. Alors, parmi ces 15 500 logements, 15 300 demandes, on a la moitié qui sont déjà des logements qui sont logés, des personnes qui sont logées dans le parc, à peu près 40%. Donc, la demande réelle externe, elle est plutôt de 60%. Donc, il faut effectivement qu'on trouve des solutions. La construction, c'en est une, mais si on regarde le PLH, sur les prochaines années, c'est à peu près 250 logements qui seront construits par an. On ne va pas répondre à la demande avec 250 logements par an, c'est à peu près 1% du parc existant. Donc comment on fait pour accélérer la mobilité dans le parc social pour permettre à des gens de trouver des solutions? Alors, il y a différentes solutions. Il y a favoriser les mutations. 40% de demandeurs qui sont en attente d'un échange. Si vous arrivez à satisfaire une demande de mutation, c'est un logement qui se libère. Ce sont donc ces deux attributions qui sont réalisées. Comment vous expliquez le manque de rotation, justement? Alors, un peu partout en France, on le voit, c'est à peu près la même situation, sauf dans des territoires très détendus, bien évidemment. La crainte, la perte de confiance, l'inaccession à la propriété, je dis bien l'inaccession à la propriété, les personnes qui étaient ce qu'on appelle sur un parcours résidentiel, qui normalement sortent et sont destinées, d'accord, à sortir du parc social pour soit accéder à la propriété, soit évoluer. On a l'impression que c'est non seulement grippé, mais que c'est sérieusement en panne. Est-ce que vous partagez le même constat? Alors non, il y a toujours du parcours résidentiel, mais il est moins évident qu'il l'était il y a 20 ans. Il y a 20 ans, c'était assez simple. On rentrait dans le logement social, on y passait quelques temps, on accédait à la propriété et finalement, chacun avait son parcours résidentiel. Aujourd'hui, on a différentes catégories de population. Il y a ceux qui peuvent continuer à accéder à la propriété, soit de l'accession sociale à la propriété, soit à la propriété privée directe. Et puis, il y a des gens qui, malheureusement, faute de revenus, faute de moyens, vont rester toute leur vie dans le parc social. Donc là, effectivement, c'est des nouveaux enjeux pour nous. C'est comment on accompagne aussi cette population qui va vieillir longtemps dans le parc social, quelles sont les adaptations du patrimoine qu'il faut faire. Il y a le vieillissement, il y a la prise en compte aussi de la demande des jeunes. Donc voilà, c'est tout. Effectivement, c'est un parcours résidentiel un peu grippé. On essaie de le favoriser, on développe de l'accession sociale à la propriété, on vend du patrimoine locatif social aussi. Pour autant, ça ne concerne qu'une petite partie. Donc on doit quand même continuer à faire notre cœur de métier, c'est-à-dire reloger les gens qui en ont besoin dans le parc social. Ouais. On va le voir justement. Peut-être, avant de vous poser la première question, rebondir sur ce que vient d'évoquer Grégoire. Que ce qui bloque aussi le parcours aujourd'hui, c'est un peu les prix du marché libre. On a des prix de loyer qui ont fortement augmenté ces dernières années. Et nos locataires qui pouvaient rentrer dans le logement social après aller dans le marché privé, aujourd'hui ne peuvent plus accéder au logement privé, au marché libre, parce que les loyers ont beaucoup augmenté. Sont trop élevés et l'écart est trop important entre le prix d'un logement social et le prix d'un... Ça s'est accéléré dans les dernières années? Je crois que ça s'est accéléré dans les dernières années. Et puis la construction s'est réduite aussi. Il y a moins de logements neufs. On en a beaucoup parlé avec la fin du Pinel, mais on le constate dans la région centre, on le constate sur la ville de Tours. Le marché du neuf s'est quand même ralenti. Alors justement, l'activité immobilière à Tours, elle se mesure pas simplement au nombre de grues, mais aussi à la capacité de la ville à se reconstruire sur elle-même. Et on parle beaucoup de priorité donnée à l'accession abordable via ce qu'on évoque, c'est le BRS, c'est le bail réel solidaire pour que les jeunes actifs puissent accéder à la propriété. En quoi est-ce que vous pouvez l'expliquer, le BRS, c'est aujourd'hui un véritable levier d'accession? Eh bien, c'est très bien que vous ayez mis à l'honneur le bail réel solidaire parce que c'est une nouvelle formule d'accession à la propriété,
Même si la loi a plus de 10 ans, la loi date de 2014, c'était la loi Allure, c'est un dispositif qui a mis du temps à se développer. À partir de 2017, on a vu les premières opérations arriver. Dans notre région, c'est encore un dispositif assez récent et c'est vraiment intéressant d'en parler. Le bail réel solidaire, il a été créé parce que les prix de l'accession ont fortement augmenté. Aujourd'hui, devenir propriétaire, ça a un certain prix. Tout a augmenté, le prix de la construction a augmenté, mais aussi le prix du foncier. Donc, pour certains, l'accession dans les territoires qui sont les plus tendus, comme dans une ville comme Tours, devient difficile, voire impossible, et on est obligé, si on souhaite être propriétaire, aller plus loin, aller à 10, 20 kilomètres. Le bail réel solidaire, il a pris en considération cette situation et il permet de dissocier la propriété du sol, la propriété... Le foncier du bâti, en fait. Du foncier du bâti. On dissocie les deux. C'est une forme de démembrement de la propriété. Voilà, c'est un démembrement de la propriété. Le sol va être acquis par un organisme qu'on appelle un organisme de foncier solidaire, et puis la partie bâtie va être achetée par le primo-accédant. Ce qui va lui permettre d'acquérir à un prix nettement inférieur au prix du marché. On est en moyenne entre 20 et 40% sous le prix du marché, très largement en deçà. Et puis pour la partie du foncier, il va payer un loyer à l'organisme de foncier solidaire. Donc en fait, ça équivaut finalement pour des personnes qui sont finalement entre deux, parfois, puisque pas assez riches pour accéder au marché locatif privé, également pour accéder à la propriété, pour aller dans des cœurs de ville ou des zones tendues. Je prends un exemple, si on est à 6 000 euros du mètre carré en moyenne, grâce à cette formule, on peut espérer avoir 3 500 euros du mètre carré. On est à peu près dans cette fourchette-là. Voilà. Si vous le voulez bien, moi je vais vous donner un exemple précis. Oui, au contraire. Puisqu'avec Nexity, on a été à l'origine d'une des premières opérations qui s'est faite sur le marché tourangeau. On a proposé un programme en bail réel solidaire de 17 maisons individuelles dans un quartier très résidentiel. Dans Tours. On est au nord de Tours, dans un quartier, oui, je le disais, très très résidentiel. On voit en moyenne, et peut-être que notre ami notaire Xavier Bien pourra le confirmer tout à l'heure, on est sur le marché neuf autour de 4 200 euros le mètre carré à Tours. Le programme qu'on a proposé, il est à 2 700 euros le mètre carré, parking inclus, une maison individuelle dans Tours, avec une redevance pour la partie foncière qui est de 1 euro le mètre carré. Donc si j'achète une maison de 80 mètres carrés, je paierai chaque mois 80 euros à l'organisme de foncier solidaire. Par contre, il y a quand même des limites. Voilà. Oui. Alors les limites, c'est que on ne maîtrise pas. On n'est pas totalement propriétaire. Voilà, en fait. on a tous été éduqués dans l'idée, on achète un prix au mètre carré. Alors moi, je suis d'une génération où effectivement les culbutes, comme on dit, étaient multiples. Ça a rasé gratis quand même assez longtemps. Là, c'est anti-spéculatif. Ce monde-là est révolu, puisqu'effectivement, tu as raison, Olivier, c'était purement spéculatif, bien évidemment. Et c'est vrai que les primo-accédants avaient cette idée en tête que non seulement ils achetaient leur maison où ils allaient vivre, mais également faire une opération financière à terme. Peut-être sortir un peu de ce scope. Comment on fait quand on revend ? Parce qu'on peut pas revendre à n'importe quel prix. Alors on est pleinement propriétaire puisque la partie bâtie, on l'achète, on se constitue un capital. C'est ce qu'on appelle titré, on a un vrai type de propriété. Voilà. On est propriétaire, on est propriétaire avec des avantages qui sont extrêmement intéressants, je tiens à le dire. On achète avec le bénéfice du prêt à taux zéro, on est en TVA à taux réduit à 5,5 et dans certains cas, comme à Tours, on peut bénéficier d'une exonération de taxes foncières. Donc c'est un dispositif extrêmement intéressant. En plus, on est accompagné par l'organisme de foncier solidaire qui va porter le projet. Donc on est pleinement propriétaire dans des conditions qui sont très avantageuses. Je veux revendre au bout de 20 ans. Je revends au bout de 20 ans, je revends ma propriété bâtie. Alors, je ne peux pas la revendre à n'importe quel prix. Effectivement, vous avez raison. Le prix est encadré. Je vais devoir revendre aussi à une personne qui, comme moi, va remplir des conditions de ressources, mais je peux tout à fait revendre. D'accord. Et autre avantage... Et on le revend à quel prix ? Au prix plafond qui est fixé. Faire une affaire. Alors, c'est ça. On prend l'érosion monétaire. Voilà, ça fait très intelligent quand on dit ça, l'érosion monétaire.
c'est donc l'inflation, en fait, à l'euro constant, on récupère finalement ce que l'on a investi. Oui, parce que le prix... Par contre, on ne peut pas le vendre à n'importe qui. Non, on le vend... Il faut remplir des conditions de capacité. À une personne qui, comme vous, à l'entrée, remplira des conditions de ressources. Vous voulez que je vous dise, c'est extraordinaire. Mais les plafonds de ressources sont extrêmement élevés. Mais je trouve ça super. Je trouve ça vraiment super, puisque c'est une excellente alternative. Et je crois que le BRS, qui commence à connaître un véritable succès, vous avez raison, ça a été long de créer les premiers OFS. Il y a eu des totems. D'ailleurs, les premiers avaient été créés à Paris. Il y a eu des tests qui ont été faits à Paris même. À Paris, dans le 19e arrondissement, on avait livré d'ailleurs un immeuble à cette occasion. Je trouve que c'est une excellente réponse. Alors justement, je vais continuer avec vous. On a parlé du zéro artificialisation net et de la place des promoteurs qui aujourd'hui travaillent étroitement avec les bailleurs sociaux. D'ailleurs, à tel point que vous achetez en bloc des bâtiments aux promoteurs. D'ailleurs, vous les avez sacrement aidés, puisque pendant les périodes les plus tendues, entre CDC Habitat et Action Logement, c'est plusieurs dizaines de milliers de logements qui ont été achetés. Donc, on peut considérer, là aussi, on va faire un peu d'économie, que vous êtes contracyclique dans des périodes où tout le monde se replie. On l'a vu politiquement, il y a un enjeu sur la décision du plan local d'urbanisme, la décision de construire. Alors, à votre niveau, ça va pas être évident de faire joindre ces deux injonctions entre une démographie qui fait vraiment pression et la nécessité d'offrir une phase de logement. Est-ce que vous pensez que le logement social, même question que j'ai posée à Grégoire, que le logement social, dans cette nouvelle configuration, doit nécessairement avoir une place très importante à l'aube des élections municipales et finalement des défis qu'attend la ville? Le logement social aujourd'hui est indispensable. On sait on lit régulièrement qu'à peu près 70% de la population peut bénéficier d'un logement social, est éligible au logement social. Donc il joue un véritable rôle, d'autant que, comme on l'a dit tout à l'heure, les prix... Amortisseur social. Voilà, les prix ont explosé, il joue un rôle d'amortisseur, il offre aussi une première opportunité, et dans un contexte où on a beaucoup de séparation, de familles monoparentales, effectivement, il a un véritable rôle et nous sommes des acteurs importants dans le spectre du logement en France. Mais soumis à la volonté politique. Soumis à la volonté politique, mais les politiques accompagnent aujourd'hui le logement social. Oui, comme quoi finalement, on y revient toujours, en matière de logement, tout est politique. Olivier Marin. Grégoire Simon, alors à propos justement du logement, du parc existant et du logement de demain à Tours, vous êtes particulièrement, je crois, sensible à l'environnement durable. Mais quand on voit dans un contexte où il y a un peu de recul, le ZFE, on a vu le DPE, il y a tout ce qui est un peu green bashing en ce moment, et même sur les normes environnementales, on demande d'alléger. Je crois que vous êtes, vous, très attentif à tout ce qui est réemploi de matériaux, mais aussi plutôt que jeter, de préserver en fait les ressources naturelles, de réduire les émissions carbone. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que vous êtes un fervent défenseur dans le domaine? Et est-ce que pour vous, on va dire au-delà de ce réemploi, de la rénovation énergétique? Les clés de la ville. Parlons bien avec le Conseil supérieur du notariat. Le chantier du siècle. Alors, de toute façon, on est tous sensibles maintenant à l'environnement. C'est pas fini. Tous, et plus ou moins. On l'est de plus en plus. Alors, c'est vrai que les règles qui nous sont imposées sont parfois brutales. Et le fait d'être brutal, parfois, ça met les coups de frein. Et donc, il faut peut-être effectivement mettre un petit peu plus... Ça veut dire que vous les regrettez, non? Non, je la regrette pas. De toute façon, on n'a pas le choix. Il faut y aller. Et après, c'est sous quel délai on va y aller. Le réemploi des matériaux, c'est évident aujourd'hui. Je crois que l'économie circulaire. Alors, on en fait de l'économie circulaire. C'est les déchets du bâtiment, je crois que c'est 20% des déchets du BTP. C'est plus de 46 millions par an de tonnes qui sont produites. Donc, à un moment, comment on fait aussi pour traiter ces déchets-là? Après, on doit faire une analyse de notre bâti quand on fait des démolitions. Sur le quartier du Sanitas dans lequel on se trouve aujourd'hui, on est en programme en rue, on a du renouvellement urbain et donc un certain nombre de démolitions à réaliser. Très rapidement, on s'est posé la question de comment on allait faire ces démolitions et assez naturellement, on s'est rendu compte, enfin on le savait, qu'on avait des bâtiments qui étaient bâtis avec des pierres de taille, des pierres de calcaire, qui avaient une vraie valeur qualitative. Et on s'est dit, ce serait quand même dommage de les transformer en remblais. Est-ce qu'on peut pas les réutiliser? Une fois qu'on a dit ça, ça paraît assez évident, c'est pas si simple.
Parce qu'après, il y a tout ce qu'on met derrière. Comment on développe une économie circulaire, comment on déconstruit. Parce que déconstruire avec des engins, c'est simple. Déconstruire scrupuleusement, avec attention pour récupérer et essayer de garder l'intégrité des pierres, c'est beaucoup plus compliqué. Donc il a fallu se faire accompagner. On n'est pas forcément des spécialistes du remploi, mais on a effectivement des équipes de maîtrise d'œuvre qui nous ont accompagnés pour voir comment on allait démolir ces bâtiments-là, comment on allait pouvoir garder ces pierres, comment les stocker. Et après, comment on essaye de mettre une filière en place. Parce qu'une filière, elle n'est pas aussi naturelle que ça. Donc, il a fallu organiser des ateliers où on a convié assez largement à la fois les élus, les collectivités locales, les équipes de maîtrise d'œuvre, les entreprises. Et le hors-site se développe un peu, justement, ou pas? La réutilisation hors-site. Oui. Bien sûr, c'était le but. Oui, le but. Et en plus, c'est vertueux parce que ça réduit également les nuisances sonores, ça réduit un certain nombre d'effets. Alors la démolition pas trop, parce que ça prend un peu de temps. Je parle de déconstruction avec une logique de réemploi, et ça fait surtout travailler tout le tissu industriel local. Alors ça fait travailler le tissu industriel, ça fait travailler aussi des gens qui sont en insertion, parce que travailler sur la requalification des pierres qui sont démontées, c'est pas si compliqué que ça, et on peut l'accompagner. Donc ça, c'est une vraie valeur ajoutée. Alors par contre, il faut travailler la filière, il faut stocker, il faut vérifier juridiquement si le réemploi c'est facile, est-ce que c'est assurançable, parce que effectivement vous allez avoir des garanties décennales qui vont dire attendez, là sur du matériau réutilisé, c'est pas si simple que ça. Mais quand on réfléchit, ça facilite ou ça apporte des contraintes? C'est des contraintes, mais s'il y a la volonté, on arrive à l'élever les contraintes. Il y a peut-être une bonne alternative là. Et puis c'est le début, mais je crois que de toute façon, on est dans une démarche qui va se développer et naturellement, le juridique va accompagner. Alors dernière question justement on en a parlé avec Olivier sur la précarité énergétique. Alors vous avez un patrimoine, pour une partie de votre patrimoine qui est un patrimoine vieillissant, qui a été d'ailleurs flamboyant, le logement social est un vrai progrès social pour beaucoup, et souvent décrié, parce qu'on dit voilà, il y a une espèce de côté un peu déprimant dans certaines cités ou dans certains ensembles HLM, ce qui finalement est de plus en plus faux, puisqu'on voit que vous, les bailleurs sociaux, étaient très souvent en avance, d'ailleurs, non seulement par rapport à la norme, mais également sur la qualité de l'esthétique des constructions. Entendez-moi bien, la qualité de l'esthétique de la construction. C'est pas parce qu'on a moins de moyens qu'on n'a pas le droit au beau. Voilà. Et je referme la parenthèse. La rénovation énergétique, c'est 250 milliards d'euros de marché sur les 50 prochaines années. C'est une programmation sans précédent. C'est effectivement le chantier du siècle. La précarité énergétique, c'est la réduction de la note, effectivement, puisque aujourd'hui, on voit que la contrainte de la dépense est de plus en plus lourde dans le foyer des ménages. Outre le fait que l'immobilier aujourd'hui est devenu un produit de luxe, c'est pas moi qui le dis, c'est l'INSEE, avec une charge contrainte qui est passée de 18% à 26% du revenu. Donc, vous avez un sujet qui est le sujet de la latitude financière que vous avez pour investir. Donc, vous avez compris finalement la question. Nous avons notre super ministre du logement, Vincent Jeanbrun, qui a créé le fameux dispositif Jeanbrun. Et ça, c'est pas de lui, c'est les journalistes qui ont créé ça. Il s'est mis dans les rails de Valérie Létard, sa prédécesseuse. Et je fais allusion donc à la baisse de la RLS, la réduction du loyer de solidarité. Nous, vous avons mis, d'ailleurs je le dis pour les auditeurs, notre super président de la République a compensé finalement la baisse des APL. Rappelez-vous à l'époque, ça avait fait un tollé, en faisant payer les bailleurs sociaux, parce que finalement, ça a été le cas. Ce qui vous a ôté, pour beaucoup de vos collègues, mais vous le savez déjà, des marges de manœuvre sur les financements. Moi, la question que je vous pose, elle est très simple. Là, on est à 600 millions d'euros de baisse de la RLS. Oui, non. Vous dites? Bon, un petit peu moins. Voilà. Moi, je prenais 400 et 200. Mais, ok. On va dire un peu moins quand même. Voilà, donc, en fait, on reste au niveau de 2025. Donc oui, ça bouge pas. Pas de changement. Pas de changement. Et puis, c'est vrai qu'on paye un peu moins de RLS, mais on paye un petit peu plus de CG2LS. Donc. Grégoire, il n'y avait rien avant. Zéro. On vous avait tout enlevé. Donc, finalement, l'ouverture de la RLS, c'est peut-être, à terme, de revoir complètement le principe de la RLS, c'est ce qu'espèrent d'ailleurs tous vos collègues, bien évidemment. Donc ma question est simple. Comment on fait, sur votre patrimoine qui est colossal, pour transformer le bâti et finalement réunir ces trois conditions? La baisse de la note énergétique, la nécessité, puisque c'est des métabolismes lents, de transformer vos immeubles, et enfin d'avoir une offre maîtrisée, parce que vous ne pouvez pas avoir des loyers prohibitifs. On commence par vous, Nathalie?
Comment on fait La recette n'est pas facile, il faut se réinventer. Il y a des nouvelles règles. Hein. La RLS est arrivée il y a quelques... Vous rénovez, hein. Je sais que vous avez plein de chantiers en ce moment. Oui. Nous, on a notre conseil d'administration à Touraine Logement, au mois d'octobre, a voté son plan stratégique de patrimoine pour les 10 prochaines années. Et c'est 575 millions qui vont être investis à la fois dans la construction neuve, dans la réhabilitation et dans l'entretien du parc. Donc c'est un très gros effort. Et vous parliez tout à l'heure de rénovation énergétique et de décarbonation. C'est un gros sujet dans nos sociétés aujourd'hui. Et nous, à l'horizon de 10 ans, nous avons la perspective de décarboner de 45% notre parc de logements sociaux. Notre parc qui est quasiment de moitié. Alors, oui. Notre parc qui est certes vieillissant, mais qui est un parc en bon état, avec des bonnes étiquettes énergétiques. Hein. On a souvent l'image d'un parc détérioré quand on parle de logement social, mais cette image est fausse. Quelle note de moyenne ? Nous, on a un parc, près de 80% de notre parc est en étiquette A, B, C ou D. D'accord. Ah oui. Un tout petit peu en E, et puis on a 30 logements en F et G, donc on va c'est marginal, vu le volume. C'est marginal. Donc on a un parc qui est plutôt en bon état. Malgré tout, la maîtrise des charges, elle est une question essentielle aujourd'hui, parce que c'est l'avenir du parc social. Hein. Il faut maîtriser ses charges, avoir un parc qui reste... Comment vous allez financer ces travaux ? On les finance en diversifiant nos activités, en faisant un peu d'accession sociale, en faisant d'autres activités, en vendant parfois. Donc vous allez vendre du patrimoine. Un petit peu de patrimoine social. Et puis on a la capacité aussi d'emprunter encore. Hein. Nous, on fait partie du groupe Habitat en Région, qui est le 3e acteur national du logement social, derrière CDC Habitat et Action Logement que vous citiez tout à l'heure. Donc vous êtes sur des schémas d'amortissement très longs. On est sur des schémas de plus en plus longs. Jusqu'à 40 ou 50 ans. 50 ans et même plus pour la partie foncière. Voilà, on se réinvente, on retravaille nos équilibres, on retravaille notre dette en permanence de façon à pouvoir investir et travailler à l'avenir. C'est très clair. Grégoire, même question. Alors nous, on est un peu plus vieux, on a un patrimoine qui a commencé à être construit il y a pratiquement 100 ans. Donc, et une grosse partie du patrimoine qui avait été construit avant les premières réglementations thermiques. Donc on n'a pas attendu, effectivement, on a déjà engagé la réhabilitation parce que c'était indispensable pour faire baisser les charges des locataires. Un locataire qui a des charges plus basses, c'est un locataire qui paye mieux son échéance et c'est quand même intéressant et indispensable pour le bailleur. Donc ces travaux, on les a déjà anticipés largement. Aujourd'hui, nous, on a un patrimoine qui est en moyenne en étiquette C. On a quasiment réglé les passoires énergétiques et on sera au rendez-vous des échéances de la loi égalité citoyenneté, enfin de la loi climat et résilience. Donc on sera dans les délais. Alors comment on a fait ? Oui, c'est une partie de fonds propres qu'on affecte aux travaux et puis 80% d'emprunt parce qu'on emprunte sur du temps long. Dans les délais, c'est juste remarquable, hein, je vous le dis. Hein. Et dans les délais. Attendez, mais vraiment quoi, on se rend pas compte. Hein, vous qui nous écoutez, je peux vous dire que c'est pas simple. Et tout le monde le vit ça dans le monde du logement social. La charge, la précarité énergétique, c'est un vrai sujet au niveau de l'économie générale. Et vous avez raison. Il y a une économie, c'est payer son loyer ou payer la note d'électricité. Aujourd'hui, maintenant, on peut rajouter payer son loyer ou manger, hein, parce qu'on en est là aussi. Et parfois, on est un peu anesthésié justement par une espèce de dialectique environnante qui fait qu'aujourd'hui, le fossé s'est creusé. Et je trouve remarquable que vous ayez pu vous aligner finalement sur un calendrier qui, entre nous, était quand même sacrement contraint. Un peu contraint. Merci à vous deux pour cette première séquence. Dans un instant, nous allons recevoir l'hôte de ces lieux, dans un lieu magnifique, c'est Amaury Vallet, qui est le patron de cette région, qui va décliner avec vous. Finalement, on va parler du neuf. Bon, le neuf, ça grince un peu, hein, ça grippe un peu. La situation, elle n'est pas bonne du tout, hein, pour la promotion immobilière. Mais quand je vous dis pas bonne, elle est même catastrophique. Le marché s'est rétréci de plus de moitié dans les 2 dernières années. Forcément, il y a moins de players. Donc, on va voir comment, finalement, ceux qui avaient juré la mort de la promotion, eh bien, écoutez, ils se trompent largement, car je suis certain qu'il y a une nécessité, à mon avis, urbaine, de travailler ce sujet-là. On va en parler avec un professionnel. La vie ensemble, c'est tout de suite après ça. De retour sur le plateau avec nos hôtes de Nexity dans un magnifique endroit à proximité de la gare, un rooftop, je vous raconte pas, c'est juste un kiff total. On est très heureux d'être reçus par notre invité, c'est Amaury Vallet qui est avec nous. Bonjour Amaury. Bonjour Sylvain.
Merci d'être avec nous, toujours accompagné de Grégoire Simon et de Nathalie Bertin. Une fois n'est pas coutume, nous avons 2 grands invités avec nous. On le disait tout à l'heure, Amaury, le logement, c'est un marqueur social, c'est le lieu de l'intime, c'est le lieu où se définissent les projets de vie. C'est pas qu'une classe d'actifs immobilières, et vous avez un rôle social en tant que promoteur et sociétal. Et d'ailleurs, la vie ensemble, je trouve formidable cette séquence, parce que c'est aussi le slogan de Nexity. C'est l'intégration d'une ville harmonieuse, d'une ville inclusive et d'une ville mixte. Je voudrais que vous nous racontiez un petit peu l'antériorité. Nexity depuis très longtemps sur le territoire. Très longtemps, 20 ans, un peu plus de 20 ans pour être précis. Donc moi, je pilote les destinées depuis quelques maintenant décennies presque. La région, j'en parle rapidement, puisque là vous êtes donc au siège régional, mais on travaille sur des villes comme Orléans, Tours, Poitiers, La Rochelle, mais on fait de la promotion. On fait de la promotion pour le logement social, c'est aujourd'hui, de l'aménagement, et aussi on va aller sur le tertiaire très progressivement, donc un aménageur, promoteur complet. En fait, vous créez, comme dirait un architecte que j'aime beaucoup, vous plantez de la ville. Voilà, vous créez des morceaux de ville. Acteurs de la ville, on crée des morceaux de ville. L'exemple, c'est ici, en quelque sorte, vous êtes dans des bureaux, mais pas que. Il y a aussi des logements étudiants. Donc on est sur une superposition, ce qu'on appelle, en langage un peu anglais, mixed use, pour dire en fait que on peut faire plein de choses sur un même site. Et j'ai vu qu'il y avait l'architecte Alain Gourdon qui était ici, donc je le salue. On a fait quelque chose de très bien, et on le fait aussi avec les architectes. On n'en parle pas assez. Il y en a pas mal dans la salle, donc j'en profite. Alors, justement, Amaury, on va être clair, le marché se porte pas bien de la promotion dans le pays. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est pas une crise, c'est une permacrise. Vous avez su, avec Nexity, à pivoter sur un nouveau modèle. D'ailleurs, votre présidente Véronique Bédag appelle ça le New Nexity. C'est un projet de transformation globale, revisiter finalement des pratiques métiers, qui, avec d'autres industries, mais également d'autres métiers émergents aujourd'hui au sein du groupe. Si vous analysez le marché aujourd'hui, vous êtes un peu plus gâté peut-être sur cette région où il y a plus de projets par rapport à d'autres régions qui sont plus en souffrance. On en est où exactement ? Je reviens d'abord une seconde sur le New Nexity. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'avant, il y avait des silos métiers. Et on s'est rendu compte la promotion, l'aménagement, c'est une sorte de territoire, c'est une sorte de terrain, il faut être sur place. Et la décision de Véronique Bédag, ça a été de prendre des patrons régionaux, tout métier. Et la porte d'entrée, c'est celle-ci, afin de pouvoir créer la ville avec les bailleurs sociaux, avec les acteurs de la ville, qui soient bien sûr les élus, les associations, &co. En ce qui concerne le marché en tant que tel, clairement, terrible. Terrible. Baisse de combien ? Objectivement. Objectivement, il faut savoir que... Alors, on n'était pas les meilleurs dans les ventes aux investisseurs. Il y avait d'autres promoteurs qui le faisaient mieux que nous. Mais globalement, c'est quand même une des régions qui a le plus souffert de l'arrêt du Pinel. On va se dire clairement les choses. C'était bien la moins chère de France. Rapport qualité-prix. Rapport qualité-prix. Donc, en fait, quand vous voyez tout ça... C'est l'arrêt du Pinel qui a provoqué cette situation ou pas ? Alors, le Pinel, je rappelle pour nos auditeurs, c'est un dispositif fiscal qui permettait d'investir dans du logement neuf avec une contrepartie de maîtrise des loyers, voilà, pendant une certaine durée. Tu as raison, Sylvain. Il y a ça, mais il y a le taux, enfin les taux d'emprunt. On a perdu une pièce. Concrètement, comme ça parle à tout le monde. Explosion des taux d'intérêt. On a perdu une pièce. Triple peine. Une mensualité. Vous pouviez acheter avant à 260 000 euros, à une mensualité égale 580 000. Ça parle tout de suite. Ça parle tout de suite. C'est clair. Donc, voilà pourquoi, en fait, on a perdu énormément de volume de vente. Après, mes chers partenaires qui sont à côté de moi, tu l'as dit tout à l'heure, heureusement qu'ils étaient là. Et pas que pour moi, pas que pour Nexity, et pour d'autres promoteurs. Donc, ils ont soutenu de manière forte